Et me voici reparti. Pour la deuxième fois, je quittais ma zone de confort. Ma première fois fut en 2015, et je franchis ce portail sans l'angoisse et le doute de la première fois. Mais quand même, en me demandant si j'étais toujours capable de le refaire. Le jour de la deuxième étape fut terrible. Longue montée avec le vent de face, l'orage et la pluie. Impossible de photographier ou filmer quoi que ce soit, une vraie galère. Le troisième jour, étape de Saint-Martin en haut, Saint-Symphorien-sur-Coise, pour finir à Saint-Galmier, me réconcilier avec le beau temps. Je quittais Saint-Galmier pour Saint-Georges-Hauteville, que je quittais le surlendemain en compagnie d'un ami pèlerin, Pierre, qui m'accompagna jusqu'à l'étape suivante, Marolles. Je quittais Marolles seul en direction du Son, en Forez, en passant par les monts du Forez et Montarchet, soit 32 km. « 40 km m'attendaient, de l'étape de Husson à Saint-Genis, près de Saint-Paulien, en passant par le chemin de César. Ce fut aussi une galère, par la pluie abondante, en chemin défoncé et encombré de branchages arrachés par le vent. Heureusement, les jours se suivent, mais ne se ressemblent pas. J'ai quitté mon gîte et le soleil est là. Et je marque une pause café à Saint-Paulien. Puis je poursuis mon chemin en passant par le château de Polignac, pour enfin arriver à la cité mariale du Puy-en-Velay. Au gîte Les Amis de Saint-Jacques, je retrouvais Isidore, l'hospitalier que j'avais connu en 2015. Un homme charmant et très serviable. Au lendemain du deuxième jour, après le petit déjeuner et mon barda sur le dos, il est de tradition d'assister à la bénédiction du pèlerin dans la cathédrale. Au pied de Saint-Jacques, les pèlerins prennent des prières écrites par des personnes en souffrance qui ne peuvent se rendre à Compostelle pour les déposer près du tombeau de Saint Patron. Et vient le moment d'entamer la Via Podiensis.
cloche semble me dire « Courage » et fais honneur à ceux qui t'ont précédé. Je comptais bien comme la première fois d'arriver jusqu'au bout. Ce matin, l'étape est courte, du Puy à Montbenet, soit 16 km. Une mise en condition. J'ai passé une bonne nuit à Montbenet, sans ronfleur, à part moi peut-être. Au gîte La Tsabonne, je rencontrai ceux qui seraient mes premiers amis pèlerins, Thierry et Marie, et Prudence, une jeune Australienne. Je reprends la marche de bon matin et de bonne humeur pour affronter une bonne montée jusqu'à Montor. Quel paysage magnifique, quelle paix, propice à la réflexion. Apparemment, je ne suis pas seul en mouvement. Rudy, continue. Il s'appelle Dodu. Par endroits, les pèlerins amoncellent des pierres. Je me demande pourquoi. Peut-être pour marquer leur passage. Aux portes de Saugues, on trouve des arbres sculptés. C'est aussi le pays de la bête du Gévaudan, mais il n'y a rien à craindre, il n'a pas eu de descendance. Une ligne de brume s'accroche à l'horizon, mais elle ne tardera pas à se dissiper avec le soleil. En route pour Saint-Alban-sur-Limagnole, soit 32 km. Pas une seule ampoule depuis 15 jours de marche. Touchons du bois. On ne remercie pas assez ses pieds de nous supporter sur d'aussi longues distances. La bouillasse. De la Margeride, sur le col du Sauvage, on distingue la bâtisse d'une ancienne ferme, aujourd'hui transformée en auberge pour pèlerins. J'en profitais pour me restaurer. Ici se terminait pour aujourd'hui mon parcours de 32 km. Messieurs, dames, bon chemin, buen camino et sûrement à Messimi. Le matin du 16, je pris congé de mes hôtes et repartais sur le chemin. J'avoue que, avec plaisir
car étrangement mon corps me le demandait. Aujourd'hui, 15 km seulement pour compenser les 32 d'hier, direction Aumont-Aubrac. Tiens, même les chiens peuvent être pèlerins. Dommage qu'il n'ait pas la Compostelle à l'arrivée. Ah, une bonne bière bien fraîche serait la bienvenue. Et voilà, c'est fait. Et une autre étape d'accompli. Le soir, je partageais ma chambre avec Yves, le Québécois, avec son accent que même ses compatriotes avaient du mal à décoder. La soirée se poursuivit avec le fameux aligot. L'aligot que j'aime. Miam, miam. C'est un sympathique béton liquide armé de saucisses et viande. Un régal pour les papilles. Le matin du 17 avril, je quittais la ferme du Barry, direction Nasbinals, 26 km, ou 5 lieues. À la croisée des chemins, une petite chapelle, dont je ne me souviens pas le nom, d'une sainte avec 2 petits bergers. Ici, je marchais sur une draille, ou ancien chemin de transhumance du bétail. Voici une nouvelle connaissance. Takashi, le japonais. Petit bonhomme très endurant, mais qui ne parlait que sa langue et quelques mots d'anglais. Dû en mois d'avril très pluvieux, le chemin se montrait difficilement praticable. Et ceci n'est rien encore. J'ai vu pire. C'est un paysage d'une beauté envoûtante dans sa nudité, au chemin bordé de pierres et de lauses. Parcouru par des marcheurs en quête d'infini, comme Yves. Voici Jean-Luc Lelandais, que je baptisais le troubadour de Saint-Jacques, toujours prêt à jouer du pipeau. Ainsi vont nos pérégrinations. On se dépasse, on se perd de vue, on se rattrape. On se retrouve sur des lieux de repos. On se suit. Et on se réunit en fin d'étape pour partager nos impressions de la journée et un repas préparé en commun. Je retrouvais Thierry et Marie ainsi que le reste des amis au gîte Nada de Nasbinals.
repas terminé, au moment de la tisane pour les uns et le café pour les autres, Jean-Luc, notre troubadour, nous délecta avec des récits de légendes landaises. Ancien monastère, fondé en 1120 par Adalard, vicomte des Flandres, qui marquait pour le pèlerin d'autrefois la fin des dangers. Et comme on dit, après l'effort, le réconfort. En compagnie de Yves, une petite dégustation de tarte aux fruits de bois s'impose chez Germaine. Le bout de l'enfer, cette année on pourrait le dire, mais en 2015, voilà ce que cela donnait au départ de Nasbinal. Dans cette région, au Moyen-Âge, les bandits de grand chemin attendaient le passage des pèlerins afin de les dépouiller de leurs biens, ceci pour les aider à trouver la simplicité et le dénuement, bien entendu. Arriver sans être attaqué, c'était une chance. Ne restait que les loups pour vous emporter plus vite au paradis. Voici la Daumerie d'Aubrac. Par ce temps, la silhouette fantomatique se découpe dans le gris du ciel. Les soirs de brume, on y sonnait la cloche nommée Maria, la cloche des perdus, afin que les égarés se dirigent vers le gîte plutôt que de mourir de froid ou croqués par des loups. Gîte communal, la halte sur le chemin de Saint-Jacques, de Saint-Chély-d'Aubrac, où Takashi nous rejoignit pour partager un repas en commun. Au matin du 19 avril, je quittais Saint-Chély-d'Aubrac pour la vallée du Lot, direction Saint-Côme-d'Olt. La nuit fut courte, dû à des ronfleurs de compétition, et à Takashi qui avait pour habitude de se lever à 4 heures du matin pour préparer son sac accompagné d'un concert de sacs plastiques. Lorsque j'entendais au loin le son d'un pipeau, je savais que Jean-Luc n'était pas loin. Bravo. Et en bonus, il nous gratifiait de quelques chansonnettes en patois landais. Après avoir bu un café, on glissait quelques pièces dans la boîte pour que les hôtes de ce lieu s'approvisionnent pour les pèlerins à venir. Et on reprend la marche, toujours vers l'ouest. Un pas devant l'autre, et ainsi, peu à peu, on s'éloigne de son foyer. Les distances ne se comptent plus en kilomètres, mais en jours. Salut les meux, vous regardez passer les pèlerins. Là, ce fut l'occasion de finir le fromage et le saucisson qui traînaient
et embaumait mon sac à dos depuis quelques jours. Saint-Côme-d'Olt, je suis content de le revoir avec son joli clocher flaminé. Arrivé de bonne heure, je déposai mon sac dans le gîte et partis visiter la ville et son église. De nouveaux visages s'ajoutèrent à ma liste. 2 marcheurs espagnols et Ruth, une jeune néerlandaise. Deux itinéraires s'offraient à moi ce matin, soit grimper pour voir la Vierge de Vermus, que je visitais en 2015, ou longer le Lot. J'optais pour la deuxième. Espalion, où je fis une halte pour prendre un café sur la place du marché. Après l'église de Bessou et Jules, une bonne montée m'attendait. Par manque d'embrase supplémentaires, vous ne verrez pas les points les plus difficiles. Estin, cette année sous le soleil et non pas sous la grisaille comme en 2015. Cette fois-ci, je pus admirer avec plaisir son château et ses rues. Le château d'Estaing est la demeure de l'ancienne famille d'Estaing, qui donna à l'histoire du Rouergue et à celle de la France de nombreux personnages militaires et religieux. Ces rues et ces demeures d'architecture rouergate fait partie des villages les plus beaux de France. Comment ne pas être subjugué par le chemin et tous ces lieux de culte? Même si le marcheur n'est pas croyant, la magie du chemin fait que le simple marcheur, parti sans but précis, entame une quête spirituelle qui, peu à peu, le transforme en pèlerin. Le lendemain, sous un soleil radieux, le cœur léger et le sac toujours lourd, Takashi et moi, nous nous dirigeons vers Golinac. Toujours par des montées qui me semblaient longues alors que les descentes me semblaient plus courtes. On va comprendre. Oh, Takashi.
Et c'est toujours avec soulagement que l'on aperçoit l'arrivée au gîte, celui-ci situé à 1 kilomètre avant Golignac. C'est le rituel de tous les jours, prendre possession de sa couchette, prendre une douche, lessive quand il fait soleil, manger et dodo. La fatigue accumulée hier dans la journée a complètement disparu ce matin. Il faut dire que j'ai dormi seul dans ma chambre cette nuit. Et j'ai dû dormir comme un tronc, que j'ai dû scier un petit morceau sans doute. À la question de qu'est-ce qui me poussait à faire cette marche? Eh bien, ça fait longtemps que cela me trottait dans la tête. Je voulais remercier la vie pour ce qu'elle m'avait apporté de bon comme de moins bon, pour rapprocher mon pays d'origine, l'Espagne, qui m'a vu naître, et la France qui m'a nourri et éduqué, et aussi pour honorer ma famille et mes aïeux. Voilà. Conques, un des plus beaux villages de France, point important sur le chemin de Compostelle. À Conques, le gîte, c'est l'abbaye de Sainte-Foy, tenue par la communauté des Prémontrés. Les chambrées se trouvent tout en haut de l'escalier en colimaçon. Ce sont de grandes chambrées. Le soir, concert de ronfleurs garanti, pourvu que je ne sois pas le soliste. La suite, bien sûr, c'est le casse-croûte et la bière, bien entendu. Après m'être restauré, c'était l'heure de faire le tour du village. Les biquettes rentrent du pâturage, guidées par des petits bergers un peu dépassés. Et c'est l'heure du repas à l'abbaye. Une fois terminé, nous sommes invités à la messe de bénédiction des pèlerins.
Après la célébration, nous nous amassons devant le tympan de l'abbatiale qui représente le jugement dernier, où frère Jean Daniel nous raconte la vie de Sainte Foy.